Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Et on va d'abord revenir sur la semaine que nous venons de terminer avec des chiffres spectaculaires du côté des États-Unis. On va en citer quelques-uns. Tout d'abord, le nombre d'emplois vacants aux États-Unis. Donc le chiffre a été publié cette semaine, plus de 11 millions d'emplois vacants aux États-Unis, c'est-à-dire un chiffre qui dépasse largement le nombre de demandeurs d'emploi, tout simplement. On a également eu des chiffres hebdomadaires d'inscription au chômage qui sont ressortis à 184 000, ce qui est le chiffre le plus bas observé depuis 1969. Et ce n'est pas un chiffre unique. Il y a déjà 15 jours, nous avions eu un premier chiffre qui est tombé sous les 200 000, qui était déjà à l'époque donc un plus bas depuis 1969. Donc là, on a réimprimé à nouveau cette semaine un chiffre, un niveau d'inscription au chômage qu'on n'avait pas vu depuis 1969. Donc chiffre absolument remarquable. Et puis troisième chiffre complètement décoiffant, c'est évidemment les chiffres d'inflation aux États-Unis. L'inflation qui a encore progressé au mois de novembre, après 6,2% de progression d'une année à l'autre au mois d'octobre. On est monté à 6,8% de progression des prix aux États-Unis au mois de novembre, donc entre novembre 2020 et novembre 2021. C'est donc la plus forte progression des prix annuels depuis 1982 aux États-Unis. Donc quasiment un plus haut de 40 ans pour la progression des prix aux États-Unis. C'est un chiffre qui tombe donc relativement mal, on peut dire ça comme ça, juste avant la réunion de la Fed la semaine prochaine, dont nous reparlerons d'ici quelques petits instants. Donc oui, une semaine déjà marquée par des chiffres absolument remarquables aux États-Unis. On a ensuite eu des statistiques du côté de la Chine qui sont pas passées inaperçues, notamment au niveau des indices de prix là encore, mais avec un écart très significatif entre les prix à la production et les prix à la consommation. Les prix à la consommation, donc le fameux indicateur IPC, progresse un peu plus de 2%, 2,3%. Donc c'est une progression, on va dire, à surveiller, mais qui n'est pas complètement effrayante. En revanche, les prix à la production en Chine, en progression d'une année à l'autre, là encore, ont progressé de quasiment 13%. Et pourquoi on note ces deux paramètres-là? Parce qu'on observe que les prix à la production grimpent beaucoup plus vite que les prix à la consommation, ce qui veut dire que probablement les entreprises chinoises ne répercutent pas complètement les hausses de coûts qu'elles ont dans leur prix de vente, dans le prix de vente final. Et donc ça peut laisser craindre que ce différentiel soit absorbé tout simplement au niveau des marges pour ne pas perdre des parts de marché. Donc ça fait aussi planer un petit doute sur d'autres zones économiques comme l'Europe ou les États-Unis, où on a également des constats certes moins importants, avec des deltas moins importants entre les deux indices de prix, mais on a quand même des écarts aussi bien en Europe qu'aux États-Unis assez marqués entre les prix à la consommation et les prix à la production, et ça faisait partie des risques que l'on citait dans les podcasts précédents, que le marché était probablement en train d'intégrer pour les résultats du quatrième trimestre, en même temps que les risques sanitaires, que les risques de pénurie au niveau mondial, voilà, tous ces facteurs de risque, le risque sur la Chine, etc., que le marché est en train d'intégrer depuis maintenant quelques semaines. On parle toujours de la Chine avec une situation sur le front des promoteurs immobiliers. On sait que c'est vraiment ça l'épée de Damoclès. Au niveau de la Chine, il y a à la fois l'aspect sanitaire, mais ça c'est relativement sous contrôle. C'est plutôt l'aspect du risque financier en fait, un risque même économique que représentent ces nombreux promoteurs immobiliers en très grande difficulté. On a eu une première dégradation pour le groupe Evergrande, donc le plus gros promoteur immobilier chinois. L'agence Fitch a décidé de placer la note donc de Evergrande en défaut restrictif, c'est-à-dire qu'il y a un défaut partiel du groupe. Les autres agences sont assez plutôt discrètes. On attend toujours Moody's et Standard & Poor's de ce côté-là, mais on peut vraiment qualifier la situation de relativement floue en Chine, parce que les autorités communiquent un petit peu, mais c'est pas non plus une transparence absolue sur la situation de ces promoteurs. Que fait la Chine? Est-ce qu'elle est déjà en train de travailler à des plans de sauvetage qu'elle a peut-être déjà mis en place, mais de manière assez discrète, parce que on se souvient qu'il y a encore quelques mois, la Chine tapait lourdement sur de nombreuses entreprises d'un point de vue réglementaire, pour justement marquer un virage comme ça assez fort de sa politique, pour sanctionner en gros certains grands groupes qui auraient des comportements qui ne plairaient pas aux autorités chinoises. Et donc on avait cru comprendre que la Chine effectivement ne voulait rien laisser passer dans un contexte où effectivement les tensions sociales pouvaient commencer à réapparaître. Donc une manière comme ça de taper finalement sur les riches et les puissants pour faire passer un message plus social au niveau des autorités chinoises pour la population chinoise. Et donc on pouvait s'attendre éventuellement à ce que au niveau des promoteurs immobiliers, la Chine il y a quelques temps avait indiqué que si les entreprises devaient faire faillite, elles feraient faillite parce qu'elles étaient mal gérées, etc. Et là ces derniers jours on est vraiment au
cœur du risque en fait, parce que là on a Evergrande qui devait rembourser en début de semaine certains investisseurs, notamment étrangers, et apparemment, alors c'est toujours selon des sources, donc, parce qu'il y a Evergrande n'a rien déclaré d'officiel, les créanciers ne se sont pas manifestés de manière officielle pour dire on n'a rien reçu, mais des sources d'agences de presse laissent entendre que ces créanciers n'auraient rien reçu à l'échéance du paiement en début de semaine. Et donc ça commence à déclencher une première action de la part de Fitch qui a donc dégradé la note d'Evergrande, mais il y a quand même un flou assez important qui persiste de ce côté-là. Donc situation toujours un petit peu nuageuse du côté de la Chine, même si on a quand même ça une petite détente ces derniers jours. Alors je ne sais pas s'il faut la qualifier comme telle, mais en tout cas il n'y a pas eu de sur-risque, il n'y a pas eu de mouvement marqué malgré ce défaut, donc en tout cas, ou sur lequel on n'a pas beaucoup de plus d'informations, on n'a pas eu de stress plus marqué sur le segment de la dette d'entreprise à haut rendement, ce qu'on appelle le high yield, qui est la partie la plus risquée de la dette des entreprises chinoises qui cotent en bourse. On n'a pas eu de sur-risque. C'est quand même un segment qui avait largement baissé, c'est-à-dire que les investisseurs s'étaient déjà dégagés de nombreuses positions depuis déjà plusieurs mois, donc il y avait déjà un pricing du risque depuis quelques temps, mais sur ce début de semaine-là, et puis même la fin de semaine, on n'a pas noté un ajout de risque supplémentaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu une valeur moyenne des obligations d'entreprise partir à la baisse. Bon, alors est-ce que c'est rassurant ou pas? À surveiller. On n'est certainement pas revenu sur les niveaux de valorisation d'avant ce stress lié aux promoteurs immobiliers, mais on ne s'est pas réenfoncé en tout cas plus fortement cette semaine, c'est quand même un élément à noter. Du côté de l'Europe, on notera cette semaine un indice ZEW en Allemagne, qui est donc le sentiment économique en Allemagne, qui est ressorti relativement stable d'un mois à l'autre. Pour qu'on le regarde, toujours par rapport à ces facteurs liés à la crise sanitaire, variant Omicron, voilà comment les indices de confiance, tout ce qui est indice d'activité aussi, les PMI ou les indices de sentiment économique ou climat des affaires, comme le ZEW ou l'IFO en Allemagne par exemple, voilà comment se traduit ce risque sanitaire du point de vue des décideurs économiques, des chefs d'entreprise, et ça c'est ça qu'on suit avec pas mal d'attention. On aura quand même remarqué le mouvement de reprise assez sensible cette semaine sur un bruit de fond sanitaire plutôt rassurant par rapport au variant Omicron. D'abord des informations en provenance d'Afrique du Sud, ensuite les responsables de la santé aux États-Unis qui ont expliqué qu'ils ne pensaient pas que le risque serait supérieur au variant Delta, donc non pas qu'ils minorent les risques, mais disons que dans la classification des risques, si on le compare au variant Delta, le professeur Fauci, qui est donc une sommité US sur les questions de santé, voilà, expliqué que pour lui, il semblait quasiment certain qu'il n'y ait pas plus de risques avec le variant Omicron. Donc ça, c'est un flux qui a quand même porté les marchés cette semaine, mais on reste toujours dans un environnement, on le décrivait il y a quelques instants, où un certain risque persiste, on le disait, donc la Chine, les questions de tapering, on va en parler donc pour la semaine prochaine, toutes ces réunions de banques centrales qui vont arriver la semaine prochaine, donc quid des politiques monétaires dans cet environnement de prix, dans cet environnement où les prix grimpent fortement. Donc ça c'est quand même un risque de vent contraire pour les marchés si on réduit évidemment la cadence monétaire, ce qui sera évidemment le cas pour la Fed. On a ensuite les questions dont on parlait, à savoir les questions de coûts, les hausses de coûts pour les entreprises, comment ça se traduit pour les résultats, et puis toujours ces questions donc de logistique au niveau mondial, d'acheminement des marchandises, du prix, du transport ou autre. Voilà, on a des risques comme ça qui sont toujours des freins en fait à une reprise plus forte des marchés financiers, et donc forcément on va guetter la saison des résultats qui va arriver donc au début du mois de janvier, donc d'ici à peu près un mois, pour voir comment ce quatrième trimestre a été vécu par les entreprises. Pour l'instant, les marchés ont reculé il y a quelques jours sur cet ensemble de craintes. Ils se sont pas mal repris cette semaine. On n'a pas, me semble-t-il, encore pour l'instant les cartes pour aller tout de suite beaucoup plus haut, tant que ces facteurs de risque qu'on vient de citer persistent pour l'instant. La semaine prochaine, rapidement, qu'est-ce qui nous attend? On aura donc lundi des indices d'activité pour le Japon, l'activité manufacturière notamment. C'est une journée assez pauvre en statistiques lundi, mais on aura quand même ces chiffres en provenance du Japon. Mardi, on aura des indices de prix qu'on va surveiller avec beaucoup d'attention en provenance des États-Unis, parce que c'est là-bas que les prix poussent le plus dans les zones, on va dire, développées, économiquement avancées. Là, on aura quoi mardi? On aura les prix à la production. Là, on avait vendredi, donc au moment où on enregistre ce podcast, les prix à la consommation dont on vient de parler à 6,8%. Et bien mardi, on aura les chiffres des prix à la production. Donc évidemment, surveiller, ça tombera juste avant la décision de la Fed du mercredi. Mercredi, c'est une journée hyper chargée. C'est la journée la plus chargée en fait de la semaine, ou quasiment la plus chargée. On aura donc la réunion de la Banque centrale américaine qui commence le mardi, mais dont on aura les conclusions le mercredi soir. Pourquoi cette réunion est importante? Parce qu'on aura toutes les projections des membres de la Fed, donc des différents membres votants, de leur anticipation du niveau des taux pour 2022, pour 2023. Et donc ça donnera une bonne estimation
sur l'état d'esprit des membres de la Fed, est-ce qu'ils sont plutôt agressifs, moins agressifs. Donc voilà, c'est une mesure en fait du degré d'agressivité finalement des membres de la Fed par rapport à la politique monétaire. Puis évidemment le communiqué, la conférence de presse de Jérôme Powell, où effectivement tous ces sujets d'inflation, de perception de ce que sera l'inflation d'ici quelques mois, tous ces sujets sont évidemment scrutés de très très près par les marchés, et on pourrait avoir un petit peu de volatilité donc qui se réinvite sur les marchés vu les derniers chiffres de hausse de prix dont nous avons parlé. On aura également des chiffres en milieu de semaine prochaine pour la Chine, le fameux triptyque, vente au détail, les chiffres de production industrielle et les niveaux d'investissement. Donc ça aussi un bon baromètre pour la Chine dans cet environnement qu'on vient de décrire comme étant plutôt sensible. Jeudi, journée également assez chargée sur les marchés avec la réunion de la Banque Centrale Européenne, vous aurez également la réunion de la Banque d'Angleterre, la réunion de la Banque Centrale Suisse, donc beaucoup de réunions de banques centrales, et puis on aura également ce qu'on appelle les PMI services pour la zone euro, c'est-à-dire les indices d'activité pour la zone euro. On rappelle que le PMI qui ressort au-dessus de 50, c'est une expansion de l'activité. En dessous de 50, c'est une contraction. Donc le PMI donne une dynamique, en fait, une image de dynamique du secteur concerné. Ce qu'on regarde, c'est la progression donc d'un mois à l'autre par rapport au PMI. Donc là, c'est pour la partie service qui est donc la plus sensible, évidemment, à ces questions d'environnement sanitaire et de contraintes sanitaires. Clairement, c'est le secteur le plus sensible. Donc on verra dans quelle mesure il est impacté par ces nouvelles vagues, Delta et puis le risque Omicron. On aura également jeudi après-midi les PMI aux États-Unis, donc on surveillera également. Et puis vendredi, on terminera par la réunion de la Banque du Japon, donc décision de la Banque du Japon, et le climat des affaires en Allemagne. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.